Bonjour, bien écoutez, on va bientôt commencer. Donc, ah oui, oui, bonjour. Oui, oui, effectivement, l'intitulé est un peu bizarre. Moi, c'est FrançoisAmy qui est responsable bonjour à tous, hein, c'est responsable, FrançoisAmy, responsable du nom de ce créneau de cours. Alors, je vais vous rappeler, je vais vous dire rapidement à quoi ça correspond. Alors, le prochain QCM, le prochain CC, CC2, c'est un QCM. Donc, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de souci. Vous êtes des professionnels maintenant des QCM à distance. En revanche, le dernier CC de l'UE, le CC3, aura lieu en présentiel à Versailles. Alors, dans mon souvenir, il a été fixé par Françoise Lamy à un jeudi, le 20 mai, je crois. Ça doit être un jeudi à 8 heures. Donc là, vous allez faire face à une épreuve où ce ne sont plus des QCM, d'accord? Alors, l'épreuve, il y aura donc une partie de biologie, hein, par exemple, on peut faire de la biologie sur le perron lac, par exemple. Il y aura une partie de génomique, on peut faire de la génomique en analysant des dot plots ou en analysant des séquences qui sont dans les banques, d'accord? Et puis il y aura une partie Python, évidemment. Hein, la partie Python, on fait pratiquement dans l'UE 50% de Python, donc il est tout à fait légitime et normal que la partie Python du CC terminal, CC3, eh bien, comporte une grosse partie de Python. Alors dans cette partie de Python-là, c'est justement, on va essayer de passer un peu de temps, là, 1 heure et demie ensemble, pour essayer de préparer cette partie Python. Il ne s'agit pas de vous donner un programme à faire, d'accord? C'est trop difficile dans la mesure où souvent, quand on compile, hein, quand on lance notre programme Python, eh bien, Python nous donne des idées, des erreurs, ce qui nous permet comme ça, par itération successive, eh bien, de progresser vers un beau programme. Donc là, comme vous n'avez pas, ça sera sur papier, donc pas de Python, impossible pour vous de tester, de valider votre programme. Donc l'idée qui a été choisie depuis plusieurs années par François Lamy, c'est de vous donner déjà un programme tout fait. D'accord? Voilà, le programme, il est tout fait, et ensuite, on va vous poser des questions sur ce programme-là. Voilà. Alors, souvent, in fine, à la dernière question, on vous demande aussi de rajouter une petite touche en quelques idées voilà, rajouter un petit peu de code, si vous voulez. On n'est pas très sévère sur les erreurs de syntaxe, d'accord? Voilà. Mais donc, cette épreuve-là, l'idée, c'est qu'on vous donne un programme que vous allez devoir analyser. Voilà, et c'est pour ça qu'on est là ensemble ici, c'est pour faire cette fameuse préparation au CC qui est le programme mystère. Un programme qui, a priori, hein, le nom des variables n'est pas très clair, exprès. Voilà, et puis il faut deviner ce que fait ce programme en réalité. D'accord? C'est quasiment l'avant-dernière question, en fait, que fait ce programme? D'accord? Donc j'espère, comme je l'avais marqué sur le chat, là, sur la zone de conversation, que vous avez téléchargé le PDF, parce que dans le PDF ici, il y a justement le programme qu'on va essayer d'analyser. Je vais essayer de vous donner des clés, des conseils pour analyser un tel programme. D'accord? Alors je vais partager mon écran, puis on va commencer. Voilà, alors moi, on va commencer quand même par regarder un petit peu le sujet. Donc voilà. Donc voilà le sujet. Donc j'ai appris. Alors j'avais le choix entre plusieurs épreuves, évidemment, puisque c'est pas la première année qu'on fait ce type d'épreuve. J'ai pris quelque chose qui était ni trop difficile. Là, parce que parfois on fait des choses difficiles, on se trompe, hein, quand c'est trop difficile, c'est qu'on a mal évalué le sujet, ou des choses trop faciles. Là, encore une fois, quand on donne quelque chose de trop facile, c'est qu'on a mal évalué le sujet. Quelque chose qui a été relativement correctement réussi par la promotion, voilà, avec de très bonnes notes, avec malheureusement aussi de très mauvaises notes, mais plutôt une moyenne honnête par rapport à ça. D'accord? Donc vous voyez, donc c'était ici le CC2, vous, ça sera le CC3. Voilà, donc partie Python, 10 points, en général, là, c'était la moitié. Alors, c'est pas forcément la moitié des points, ça peut être un petit peu plus ou un petit peu moins. En gros, sur 20 points, le dernier CC, en gros, il y a 10 points de Python. Voilà, on va commencer donc à lire ce type d'énoncé. Voilà, donc l'idée c'est ça, hop, on a écrit un programme mystère qui a été donné, voilà, qui a été écrit, et ensuite il y a tout un tas de questions de manière à voir si vous comprenez presque fait ce programme-là. Alors les questions, en fait, c'est des questions de manière incrémentale qui vont vous aider à comprendre le programme, d'accord? Il ne s'agit pas de vous donner le programme, mais de vous demander directement ce que ça fait. Non, non, il y a des questions, d'accord, qui vont vous permettre de vous aider. Alors, pour vous aider, en particulier, le programme, il va être divisé en blocs. C'est ce qu'on va aller voir, j'espère que vous avez téléchargé le programme pour l'instant, et vous voyez,
le programme, il est donné, hop, ici en annexe, et il est divisé en un certain nombre de blocs. Bloc 1, en général, c'est la lecture des données. Bloc 2, ici, on verra à quoi ça correspond. Et puis, en dernier lieu, le bloc 3, c'est le dernier, c'est le bloc le plus important, finalement, c'est le bloc qui est, voilà, qui fait qui est le cœur du programme. D'accord? Voilà, voilà l'idée. Ok, donc je vous laisse chatter, hein, je me concentre sur le truc, ensuite quand tu auras des questions, on verra ça ensemble, d'accord? Alors on y va, on va commencer par la question 1, donc voilà, la question 1. Alors on vous donne une petite indication dans la question 1, alors on va aller voir. Alors on y va. Donc ici, il faut déjà avoir, voilà, on dit, sachant que le programme mystère gère des fichiers de type FASTA, à quoi sert le premier readline du bloc 1? Alors déjà, il faut savoir ce que c'est qu'un fichier de type FASTA. Alors pour ça, j'espère que vous avez été, peut-être que vous avez fait le TD Bank, a priori dans le TD Bank, à plusieurs reprises on vous a parlé de fichiers FASTA, mais également dans le TD sur l'Opéron Lac. Dans le TD sur l'Opéron Lac, la séquence que vous a donnée LNDBA, elle est sous forme de fichier FASTA. D'accord? Alors justement, comme je vois que dit Amine, un fichier FASTA, c'est un fichier qui commence par un supérieur. D'accord? Donc le fichier FASTA, hop, c'est quelque chose de comme ça commence par un supérieur. Et ici, il y a tout un tas d'informations. Il y a tout un tas d'informations, alors ça commence bien, des informations sur la séquence. Et puis ensuite, vous avez une séquence. Alors la séquence, ça peut être comme ça, voilà, une suite de A, de T, de G, de C, etc. etc. D'accord? Voilà. C'est ça. Le fichier FASTA, donc, c'est ça son idée. La première ligne du fichier FASTA, c'est une information sur la séquence, et non pas la séquence en elle-même. Or, souvenez-vous, dans tous les programmes qu'on a fait, la première chose qu'on cherche à faire, nous, c'est, étant donné un fichier qui contient une séquence fragmentée sur plusieurs lignes, eh bien, c'est de mettre les lignes toutes les unes à côté des autres. D'accord? Donc attention, la première ligne ici, si le fichier est de type FASTA, elle ne sert pas c'est pas une ligne qui fait partie de la séquence, soit en acide nucléique, soit en acide aminé. Donc voilà, d'accord? Donc c'est un peu l'idée. Je vous rappelle ce que c'est qu'un fichier FASTA. D'accord? Voilà. Alors maintenant, je vais vous laisser genre 2-3 minutes, là, pas plus, parce que le bloc 1, théoriquement, c'est un bloc que je dirais qu'on fait en routing. D'accord? Hormis cette petite difficulté-là. D'accord? Alors, pour le bloc 1, vous pouvez, hop, moi je vais le mettre ici, donc, voilà, et voilà le bloc 1, d'accord? Donc vous êtes confronté au bloc 1, et la question que vous allez vous poser, c'est, bah, écoutez, à quoi ça sert ici, et en particulier, à quoi sert le premier readline, d'accord? Voilà, donc le bloc 1, vous reconnaissez, hein, c'est des choses qu'on fait en routine là en ce moment, d'accord? C'est totalement en routine ça, sauf que d'habitude on ne fait pas un premier ligne égale f pour readline. D'où la question qui vous est posée. La question qui vous est posée ici, je vous rappelle ici, c'est sachant que le programme mystère gère les fichiers type FASTA, à quoi sert le premier readline du bloc 1? Et l'idée c'est qu'ici, il faut falloir répondre en une phrase. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'indiquer, en gros, d'après lui, à quoi sert cette première? Oui, c'est ça, Léa. Donc, effectivement, quand on regarde le programme ici, cette première ligne, eh bien, ça sert à lire la première ligne du fichier. Alors, pourquoi on la lit? Parce que de toute façon, des lignes du fichier, on sera toujours obligé d'en lire. On est toujours, je vous rappelle, hein, on est dans un cadre d'un fichier. Pour accéder à la dernière ligne d'un fichier, eh bien, il faut lire toutes les lignes qui précèdent. Donc, si, par exemple, le fichier fait 100 000 lignes, on est obligé de lire les 999 989 lignes qui précèdent pour accéder à la dernière. Oui, ça sert effectivement à lire la première ligne du fichier, à la stocker dans la ligne, dans la variable ligne, ça c'est vrai, mais pourquoi on fait, pour faire quoi, en fait? Oui, c'est ça, Madi a parfaitement répondu. C'est pour ne pas la concaténer avec, avec la séquence. En fait, ici, on lit la première ligne du fichier. Ici, ça va contenir la ligne qui commence par un supérieur. Voilà. On lit cette ligne pour s'en débarrasser.
D'accord? La ligne, ici, qui ouvre un fichier FASTA, supérieur, information sur la séquence, ne fait pas partie de la séquence. Donc on est obligé de la lire ici, de lire cette ligne-là, pour s'en débarrasser. C'est-à-dire que le second ligne, ici, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va enfin, lui, comme d'habitude, contenir la première ligne du fichier, la seconde ligne du fichier qui sera la première ligne de la séquence. D'accord? Est-ce que ça va à peu près, hein? Je rappelle ce qui se passe. D'habitude, je vais essayer de faire quelque chose de... D'habitude, quand on programme, si vous voyez ce qu'on fait d'habitude, cette ligne-là, elle n'existe pas. Hein, d'habitude, voilà, quand on est confronté à un programme ici, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, notre premier code, hein, quand on commence à essayer de mettre sur une seule ligne un fichier qui est fragmenté sur plusieurs lignes, eh bien, c'est le code qui vient là, d'accord? Or, ici, bizarrement, il y a une ligne de code qu'on n'avait pas, qui est celle-là, ligne égale f.readline. La question qui était posée, c'est, sachant qu'on est confronté à des fichiers de type FASTA, c'est-à-dire sachant qu'on est confronté à des fichiers de ce type-là, à quoi sert ce ligne égale f.readline? En fait, il sert tout simplement, comme l'a suggéré Madi, à se débarrasser de la première ligne. On la lit, et puis ensuite, c'est fini. On en a fini avec la première ligne. Donc, quand on va arriver à ce second ligne ici, eh bien, on sera sur la première ligne de la séquence qui correspondra à la seconde ligne du fichier. D'accord? Donc voilà l'idée générale à la base de cette première question. Hein. Ce ligne ici, bon, bah, c'est la ligne qui correspond au supérieur, elle ne fait pas partie de la séquence, donc on va la lire. Donc, une fois qu'on l'a lu, on s'en débarrasse. Et ensuite, on arrive sur le second ligne égale f.inline qui correspond à ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire, quand on va arriver ici à ligne égale f.inline, eh bien, on va tomber sur cette ligne-là, c'est-à-dire la seconde ligne du fichier, c'est-à-dire la première ligne de la séquence qu'on est en train d'étudier. D'accord? Donc, la réponse de Madi, bon, moi, ici, j'essaie d'expliquer, donc c'est un petit peu long, mais la réponse de Madi qui consiste à dire cette ligne ici, cette ligne de code, la 8e ligne ici, ça sert à ne pas la concaténer avec les autres lignes du fichier, c'est tout à fait correct. D'accord? Donc voilà, donc ici, si on voulait répondre ici, bon, bah, le premier inline sert à se débarrasser de la ligne d'information du fichier FASTA. D'accord? C'est pour s'en débarrasser, pour qu'on n'ait pas à la concaténer avec le reste de la séquence. Est-ce que ça va à peu près? Hein, ici, vous avez, je vous rappelle, ici, vous avez donc la première ligne d'un fichier FASTA commence par un supérieur, ici, voilà. Ça ne fait pas partie de la séquence, donc on le lit, voilà, et puis ensuite, on ne le concaténera pas avec la suite des lignes du fichier, puisque cette première ligne ne fait pas partie de la séquence. Est-ce que ça va à peu près? Allô? Oui, vas-y. Bonjour. C'est juste pour savoir, du coup, la ligne d'information, ça sera toujours la première ligne. En deuxième ligne, dans la deuxième ligne, il n'y aura jamais des informations sur une séquence. Exactement, c'est ça, donc c'est universel, hein, c'est dans tous les fichiers, sur les banques françaises, américaines ou européennes ou japonaises ou africaines, peu importe. La première ligne d'un fichier FASTA, ça commence toujours par un supérieur, des informations, et la deuxième ligne, ensuite, c'est la séquence qui commence. D'accord? Merci. Mais de rien, Léa. Donc voilà. Ça va à peu près pour la première, donc hein, je réponds uniquement à l'oral. Donc à quoi sert le premier inline? Le premier inline sert à lire la première ligne du fichier FASTA et donc à se débarrasser de cette ligne-là qui ne fait pas partie de la séquence. Voilà pour la première réponse à la question, la réponse à la première question. Ensuite, on passe à, je vais vite passer pour les deux premières, hein, c'est là où je vais un peu plus vite, puis ensuite on va prendre plus de temps. Quelle est la fonction du bloc 2? Vous répondrez en une phrase. Là, désolé, mais je vais répondre très très rapidement. Donc, une fois qu'on a compris que la première ligne ici, c'est pour se débarrasser du fichier FASTA, enfin de la ligne correspondant au fichier FASTA, d'accord? Ça, c'est donc fichier FASTA. Voilà, et eh bien en fait on retombe sur à quoi sert le bloc 2 en fait, à quoi sert le bloc 1, eh bien, il s'agit de mettre sur une seule ligne une séquence qui a priori est fragmentée sur plusieurs lignes, d'accord, tout en se débarrassant de l'anti-slash n. Donc
Donc ici, je vous rappelle que ici, c'est moins l'anti/n. Il faut absolument se débarrasser de l'anti/n qui marque la fin de toutes les lignes d'un fichier. D'accord? Donc là, on retombe vraiment sur le code, hein, hormis cette ligne-là, on retombe vraiment sur le code, sur le code classique, qui est, eh bien, je déclare une variable sec ici, dans laquelle je mets vide. Ça, je mets ici, on met la chaîne vide. Voilà. Et puis, une fois que je me suis débarrassé de la ligne du fichier FASTA, je vais lire chacune des lignes, les unes à la suite des autres, et je vais dire que la nouvelle valeur de sec, c'est la valeur courante auquel je rajoute la ligne, le contenu de la ligne que je viens de lire, la ligne courante, en me débarrassant de l'anti/n. Ici, le 0,2.len de ligne -1, c'est pour se débarrasser l'anti/n qu'on ne voit pas, hein, mais qui est à la fin de chacune des lignes. D'accord? Donc ça, je pense que vous avez vu ça en TD. Et donc, en voilà fini pour finalement les deux premières questions du sujet. Et puis, on va rentrer maintenant un peu dans de la nouveauté, c'est-à-dire on va rentrer ici dans la question 3. Je vous laisse prendre contenu je vous laisse 2-3 minutes pour regarder le bloc 1. Donc, l'idée, c'est la chose suivante. Pour ceux qui n'auraient pas réussi à trouver les réponses aux questions 1 et 2, d'accord, Françoise Ami a trouvé la parade, parce que ça serait un peu maladroit de vous, voilà, si vous ne savez pas répondre aux questions 1 et 2, que le sujet ne soit plus faisable. On vous dit, voilà, à l'issue de la sortie du bloc 1, le contenu de la variable, c'est que ça vaut ça. Et maintenant, c'est comme si on mettait tous les compteurs à 0, eh bien, vous allez étudier ce qui se passe maintenant dans le bloc 2. C'est-à-dire, on vous dit, à l'entrée du bloc 2, la variable sec, elle vaut cette valeur-là, et quel sera le contenu de la variable m à l'issue de l'exécution du bloc 2. D'accord? Alors, je vais regarder, vous avez des questions? Monsieur. Oui. Du coup, vous avez répondu à la question 2 en expliquant le bloc 1. Mais du coup, la question, c'était d'expliquer le bloc 2. Oui, alors oui, ok, c'est une erreur dénoncée. C'est une erreur dénoncée que j'ai pas vue, effectivement. Non, c'était bien c'est une petite coquille, désolé. Ici, c'est bien le bloc 1. D'accord? Désolé, alors ça a dû être donné en épreuve, et j'imagine que personne n'a vraiment réalisé, donc oui, j'ai pas de souvenir que ça ait posé de problème, peut-être à l'oral dans l'amphi, je sais pas. Mais effectivement, c'est bien ici, c'est une coquille de l'énoncé, c'est bien le bloc 1 dont il fallait parler ici. D'accord? Donc l'intérêt ici du bloc 1, donc voilà, le bloc 1 ici, eh bien, c'est de mettre sur une seule ligne, une séquence qui est fragmentée sur plusieurs lignes, tout en se débarrassant de l'anti/n. Hein. Et c'est vraiment la routine qu'on fait depuis 2 ou 3 TD, depuis qu'on a vu les fichiers. Hein, vous reconnaissez vraiment, a priori, le code qui permet de mettre tout sur une seule ligne en se débarrassant des anti/n. Voilà. Alors, je regarde vos messages. Oui, alors si vous voulez, ensuite, alors je vois ce que vous voulez dire. Ici, ça c'est la chose la plus importante. Mais effectivement, certains d'entre vous disent aussi que ça permet de mettre aussi en majuscule. C'est vrai, c'est pas faux. Hein. Ici, je vois une de vos, voilà, je sais plus qui a dit ça dans la zone de chat. Mais ici, on a sec égale sec.upper, donc effectivement, ça permet de mettre aussi tout en majuscule. Mais finalement, le truc le plus important, c'est ce cœur du programme-là, c'est cette boucle while qui permet de mettre les lignes les unes à côté des autres, tout en s'en débarrassant de l'anti/n. D'accord? Donc on va avoir une ligne, enfin voilà, quelque chose sur une seule ligne, sans anti/n. En fait, on va reconstituer la séquence soit d'ADN, soit la séquence d'ADN, soit la séquence protéique. D'accord? Une fois qu'on l'a reconstitué, qu'on a mis les lignes du fichier bout à bout en se débarrassant de l'anti/n, eh bien on va pouvoir travailler sur la séquence. Voilà, c'est à peu près la même chose. Alors c'est bien des anti/n, je vois dans la zone de chat, c'est bien des anti/n, comme Naï l'a montré, hein, les anti/n, c'est un retour à la ligne, c'est ça, Massina, voilà, tout à fait. C'est pas des espaces. Hein. Je vous rappelle, je vais peut-être le mettre ici, que théoriquement, ici, voilà, on va le voir dans la séquence, tiens, par exemple. Alors, on va le voir ça, mais j'ai l'impression que c'est pas compris pour tout le monde. Alors, on va le voir ici. Donc, regardez, donc voilà, c'était ça pour la question 1, donc il y a une petite coquille, effectivement, merci à vous. Donc voilà, à la sortie du bloc 2, maintenant, à la sortie du bloc 1, pardon, hop.
Voilà, donc on suppose que la variable sec vaut cette valeur-là. Donc ATG, C, A, TT. Et l'idée, c'est que maintenant, il va falloir s'attaquer au bloc 2, et puis de regarder à l'issue une fois que le bloc 2 a tourné, pour une variable, pour le contenu de sec égale ça, quel est le contenu de M. D'accord? Donc c'est la nouvelle chose qu'il va falloir faire. C'est ça qu'il faut faire maintenant. J'espère que vous avez eu le temps de regarder un petit peu. Donc on va regarder ensemble le bloc 2. Voilà, le bloc 2, c'est celui-là. Donc au départ, on définit, je regarde ça un peu avec vous, puis je vais vous dire comment vous en sortir. Ça, je suis là pour vous donner aussi des idées de trucs. Voilà. Donc au départ, on a une variable alphabet dans laquelle on a mis ATGC. Bon, très bien. Une petite variable N, I et M. M initialisée ici. Ça, c'est la chaîne vide. Hein, je le rajoute. Ça, c'est la chaîne vide. Pour ceux qui l'auraient oublié. Voilà, puis on est confronté à ce code-là. Alors, l'idée, c'est, bon, là encore, c'est pas trop difficile, mais a priori, il y a des choses qui ne sont pas forcément très, très évidentes. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, la variable sec, je vais prendre son contenu, et puis on va regarder comment, je vous laisse réfléchir pendant ce temps un petit peu, si vous avez un petit peu de temps pour réfléchir. Ici, donc, je vais rajouter la variable sec, là. Hop, voilà la variable sec. Donc la variable sec, c'est une variable, donc je vous rappelle que automatiquement Python va fragmenter cette variable dans ses différents constituants. Voilà. Voilà la variable sec, et je vous rappelle que le A, il sera en position 0 de la séquence, le T 1, etc. etc. Alors, si vous ne comprenez pas du tout ce que fait le programme, il n'y a pas 36 manières d'agir, c'est un peu pour ça qu'on fait la préparation. C'est de regarder au fur et à mesure quel est l'état des variables. D'accord? Donc on suppose que dans sec, hein, c'est ce que je vous dis, il y a ça. Donc même si vous n'avez pas répondu aux questions précédentes, vous avez une chance de continuer le sujet. Hein. Donc voilà, dans sec, il y a ça. Et puis voilà, à l'issue de l'exécution du bloc 2, voilà, dans sec, il y a cette valeur-là. Et quel va être le contenu de la variable M à l'issue du while. Alors, si vous ne savez pas du tout ce qui se passe, il n'y a qu'une chose à faire, c'est pour ça qu'on est là, c'est de regarder comment vont évaluer, comment va s'organiser, va varier les variables. Les variables, ça c'est une variable parce que l'état varie. Donc dans un premier temps, il faut faire un recensement de toutes les variables. Vous avez ici une variable n, une variable i, une variable m. D'accord? Ensuite, vous regardez grosso modo le programme. Voilà, sec, vous l'avez, elle nous vient du bloc précédent, elle a été initialisée. Et puis c'est fini. D'accord? Donc, pour commencer, si vous ne savez pas du tout ce que fait le programme, vous avez regardé un petit peu comme ça, et vous ne savez pas du tout, bah, la seule chose à faire, c'est vous dire, OK, il y a une variable n, au départ, je l'ai mise à 0. Vous avez une variable i, au départ, on l'a mise à 0. Alors, je vais faire une petite tabulation, ce sera plus clair. On l'a mise à 0. Puis vous avez une variable m, et la variable m, c'est une variable qui va contenir une chaîne de caractères. On l'a mise à vide. D'accord? La chaîne vide. Voilà. Et puis ensuite, il n'y a pas d'autre chose à faire que de se lancer faire tourner le programme à la main, puisqu'on n'a pas Python. D'accord? Donc, n vaut 0, je l'ai indiqué là. I vaut 0, je l'ai indiqué là. M vaut la chaîne vide. Alors, la chaîne vide, on peut l'indiquer soit comme ça. Alors, attendez. On peut l'indiquer soit comme ça, soit comme ça. D'accord? Soit avec code-code, soit avec guillemets-guillemets. Moi, ici, je mets code-code parce qu'autrement, avec guillemets-guillemets, ça pose des problèmes juste au niveau du visuel. Du visuel sur Zoom. Voilà. Donc, et puis on arrive là. Donc, tant que i inférieur à len de sec, que vaut len de sec? Alors là, encore une fois, on ne l'avait pas défini, donc len de sec, je vais rajouter une petite case ici, je vais la mettre en vert, et len de sec, pas de problème. C'est la longueur de la variable contenue dans sec, alors c'est 7, on va voir pourquoi. Et a priori, ça ne pose pas de problème. Oui, c'est pour le CC en entier, Mélanie. Donc ici, len de sec, on suppose que dans sec, il y a ça. Donc ici, vous avez des cases qui vont aller de 0 à 6. Donc de 0 à 6, ça fait 7 caractères. D'accord? Donc là, on a tout pour commencer. Alors, on y va. Première fois qu'on passe dans la boucle while, ici, qu'on essaie, on regarde bien ce qui se passe. Est-ce que le contenu de i, c'est-à-dire 0, est inférieur à 7? Oui, 0, c'est bien inférieur à 7. Alors, on va rentrer dans le while, et on va faire ici sec de i. I vaut 0, hein, i vaut 0. Donc ici, on va regarder sec de 0. Que vaut sec de 0? Sec de 0,
c'est A. D'accord? Sec de 0, c'est A. A not in alphabet, c'est vrai ou c'est faux? A not in alphabet, c'est vrai ou c'est faux? Vous ne vous souvenez plus? Alors si on peut faire un petit... on a la chance d'avoir le Python interactif ici. A not in, et puis ici l'alphabet, hein, je n'ai pas noté, ici c'est A, T, G, C. Effectivement, merci Christelle. Alors attendez, syntaxe erreur. Oui, j'ai répété 2 fois in. A not in alphabet. C'est false, comme, voilà, comme disait Christelle, comme disait, etc. Donc la question qu'on demandait, c'est A n'est pas dans ATGC, n'est pas dans alphabet. Alphabet, c'est ATGC, donc c'est faux, puisque A est dans ATGC. Donc, eh bien, on ne va pas rentrer, on ne va pas exécuter les 2 instructions qui sont sous la condition du if, là, on va directement passer à i égale i plus 1. D'accord? Donc, quelle est la valeur de i pour l'instant? 0. Donc, on dit que la nouvelle valeur de i, c'est la valeur de i courante, c'est-à-dire 0, qu'on ajoute 1. Donc, la nouvelle valeur de i, maintenant, eh bien, ça va être 1. D'accord? Ça va être 1. Et puis, on va revenir tout en haut ici du while. On va revenir ici tout en haut du while. Alors, quelle est la question qu'on se pose? Est-ce que la nouvelle valeur de i, c'est-à-dire 1, ici, est strictement inférieure à 7? Bah oui, 1 est strictement inférieur à 7. D'accord? Donc, on va dans le while. On rentre dans le while. Et la première instruction de while, c'est un if. Sec de i, que vaut i? 1. Donc, sec de 1, c'est quoi? Sec de 1, c'est t. Et la question qu'on se pose, c'est t n'est pas dans l'alphabet. C'est faux. T est dans l'alphabet, d'accord? Donc effectivement, de nouveau, encore une fois, le test est faux. Donc voilà, ici, ça nous renvoie à faux. Donc on va repasser à i égale i plus 1. Donc i égale i plus 1, c'est-à-dire quoi? Bien, c'est-à-dire que la nouvelle valeur de i, ici, c'est égal à la valeur courante de i, c'est-à-dire 1, auquel on va ajouter 1. D'accord? Donc la nouvelle valeur de i, ici, ça va être 2. Alors, l'idée, c'est que la boucle, cette boucle-là, je ne vais pas la faire en entier. D'accord? L'idée, c'est que dès que vous servez au départ ici voilà, vous mettez la variable sec correctement sur votre papier. Ici, vous mettez correctement les différentes variables qui interviennent dans le bloc 2. Vous faites tourner la boucle 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et dès que vous avez à peu près compris ce que fait le programme, surtout, il ne faut pas le faire jusqu'à la fin. Encore ici, i ne pourra pas dépasser la valeur de 6, hein, puisque 6 inférieur à 7, c'est le dernier cas où le test sera réalisé. Mais dès que vous avez... C'est l'idée, hein, au départ, si vous ne comprenez pas du tout le code, la seule chose à faire, c'est de mettre correctement sur votre papier la valeur de sec, comme je l'ai fait ici, c'est d'avoir fait un état des lieux, avoir repéré les principales variables qui sont impliquées dans le bloc 2. Ici, on avait détecté n, i et m. D'accord? Et puis, faire tourner la boucle 1 fois, 2 fois, 3 fois, manifestement maximum. D'accord? Donc, une fois qu'on a à peu près compris les choses, il ne faut pas aller plus loin. Il faut faire confiance à son intuition et puis plus faire tourner la boucle. Donc là, je vais la faire tourner une dernière fois. Ici, on en est au moment où il vaut 2. Est-ce que le contenu de i, c'est-à-dire 2, strictement inférieur à 7? Oui, c'est vrai. On va ici dans le if. Sec de i, c'est quoi? C'est sec de 2. Que vaut sec de 2? C'est G. Donc la question qui se posait ici à Python, c'est G not in alphabet. Que vaut alphabet? ATGC. G n'est pas dans ATGC, c'est faux, puisqu'il y a G ici. D'accord? Donc encore une fois, on ne va pas faire ces instructions-là. Et on va aller directement à l'instruction i égale i plus 1. Donc on dit que la nouvelle valeur de i, c'est égal à la valeur courante, c'est-à-dire 2, auquel on ajoute 1, ce qui va faire 3. D'accord? Voilà. Et puis, on va pas aller plus loin, parce qu'autrement, on court à la catastrophe. Hein. Il s'agit, une fois à peu près qu'on a compris l'idée, eh bien, on le fait à la main, sans passer par cette phase fastidieuse, mais qui pourrait vous permettre de comprendre, eh bien, de faire l'état des lieux des variables, c'est-à-dire comment elles varient. Voilà. En gros, l'idée, c'est que si on tombe dans la séquence ici sur un caractère qui n'est pas dans l'alphabet, on va faire des choses. Mais quand vous regardez la séquence ici, A, T, G, C, A, T, T, tout ça, ça fait partie de l'alphabet. Hein. Ce sont des nucléotides. D'accord? Donc, on ne va jamais rentrer dans le if. Là, on voit maintenant quand on a fait tourner ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, et qu'on a compris le code, eh bien, on s'aperçoit qu'on ne va jamais rentrer dans le if. Donc, on va faire une boucle ici. On va en sortir, parce qu'à un moment, on va tomber, i va valoir 6, 6 est inférieur à 7, sec de 6, ce sera t,
T n'est pas dans l'alphabet, etc. C'est faux, donc on sort. Donc à un moment, ici, I vaut 7. Est-ce que 7 strictement inférieur à 7? C'est faux, on sort de la boucle, et on affiche M. D'accord? Donc à l'issue de l'exécution de ce programme-là, si on a compris les choses, que vaut M? Est-ce que M a évolué? Est-ce qu'on a touché M, d'après vous? Non, non, Charline, tu as raison. Non, voilà, merci Maëlle, merci Massina, merci, voilà. Ok, très bien. On n'a pas du tout touché M, puisqu'en fait, on n'est jamais passé par ici. D'accord? On n'est jamais passé par ici, on n'a pas du tout touché M. Donc à la fin, eh bien, la réponse au sujet, c'était que, voilà, que M vaut vide. Donc la réponse à la question qui vous a été posée ici, si à la sortie du bloc 1, le contenu de la variable sexe, c'est ça, d'accord? Eh bien, à l'issue de l'exécution de la boucle while du bloc 2, M, c'est vide. D'accord? Voilà. Donc c'était la réponse à la question. D'accord? Donc si on exécute le programme, hein, pour voir quand même, voilà, si on exécute le programme, dans sec, il y a bien ce que. Voilà, dans sec, ah bah oui, dans sec, ici c'est la sec fasta. Hein. Voilà, je mets ça, je fais tourner donc le programme ici, c'est sec.txt, et vous voyez ici, quand on affiche M, eh bien, il n'y a rien, donc c'est bien ce qu'on a vu, en faisant dérouler le programme l'un après l'autre. Est-ce que ça vous va à peu près? Bon, c'est pas fini, hein, donc vous avez plein de chances qu'on voit ensemble comment s'en tirer. Alors, on va passer donc à la question suivante. Voilà, la question suivante maintenant. On va supposer qu'à la sortie du bloc 1, la variable sexe, ça vaut ça maintenant. Et on vous demande quel est le contenu de la variable M à l'issue de l'exécution du bloc 2. Donc on change de variable, c'est ce que je vais faire moi aussi. Pendant ce temps-là, vous réfléchissez. Hein. On change de variable. Donc la variable sec va changer, c'est plus la même, mais on va se poser la même question. Voilà la variable sec. Ici, c'est le nouveau contenu de la variable sec. Et on va se poser, voilà, c'est une variable qui a la même longueur, elle pourrait ne pas avoir la même longueur. Hein. Voilà, donc je vais la changer aussi ici quand on va regarder les réponses du programme, pour voir ce que ça fait. On va le faire à la main d'abord, c'est la séquence FASTA. Ici, hop, moi je la remplis là, vous ne l'avez pas, ça évidemment. Je vous donnerai le programme en fin de sujet, d'accord? Et on va se poser exactement la même question pour le bloc 2, mais avec une nouvelle variable. Oui, c'est ça, je ne regarde pas toujours en direct vos chats, mais effectivement, souvent vous dépannez bien. Oui, c'est ça, c'est la chaîne vide. Voilà, en fait, ça, on appelle ça la chaîne vide. D'accord? D'ailleurs, je vais tout réinitialiser ici. Voilà, je vais tout réinitialiser. Ici, donc au départ, n vaut 0, i va égal à 0, et ça, ici, donc je le mets en commentaire comme un Python. Ça, c'est ce qu'on appelle la chaîne vide. D'accord? Voilà, donc je vous laisse 2 minutes. Même bloc, on travaille le même bloc, d'accord? Mais en revanche, cette fois, on a changé de variable. Voilà, on suppose qu'à l'issue de l'exécution du bloc 1, le contenu de la variable 7, c'est cette valeur. Et on vous demande, ah bah tiens, quel sera le contenu de M? Qu'est-ce qui va s'afficher dans M? Et attention, là, ce qu'on vous demande, c'est au caractère près. C'est-à-dire que parfois, vous avez tendance à donner des choses un petit peu... voilà. Là, regardez, ça commence... si on touche la variable M, regardez ce qui se passe. Eh bien, on a une parenthèse ouvrante, on a un slash, on a une parenthèse fermante. Donc tout ça, ça doit faire partie de la réponse. D'accord? Je vous laisse une petite minute. Alors, Raphaël donne sans doute la réponse. Il y a une petite faute dans ce que donnait Raphaël, dans ce qu'a donné Raphaël, mais tant mieux. Mais en gros, globalement, c'est excellent, Raphaël. Oui, c'est ça, Raphaël. Alors, Raphaël, il fait des questions et des réponses. Là, globalement, c'est excellent. Mais voilà. Et puis, ceux qui n'ont pas trouvé, justement, c'est ça l'intérêt. Encore une fois, on va voir que quand on est face à un code qu'on ne comprend pas, la seule chose à faire, c'est de répertorier toutes les variables. Donc là, on l'a fait déjà tout à l'heure. Les variables qui sont impliquées hein, dans le bloc 2, c'est alphabet, mais ça, il est déjà donné, c'est N, c'est pour ça que je mets ici N, c'est I, c'est pour ça que j'ai mis ici I, et puis c'est M, voilà, d'accord? Et puis voilà, puis on va y aller, hein, on y va? Allez, c'est parti. Donc,
On initialise n à 0, i à 0, m à la chaîne vide. D'accord? Puis on tombe là. Je vais décaler un peu mon set, là. Hop, mais ici quand même. Voilà, et puis on tombe là, et on se pose la question. Quel est le contenu de i? Le contenu de i, pour l'instant, c'est 0. C'est normal, on l'a initialisé là. D'accord? Est-ce que le contenu de i, c'est-à-dire 0, strictement inférieur à 7? Oui, c'est vrai. Puis maintenant, on va tomber sur cette instruction-là. If sec i not in alphabet. Que vaut i? I vaut 0. Donc cette fois, sec de 0, c'est u. D'accord? Si i vaut, pour l'instant, i vaut 0. On l'a initialisé là. Donc quand on arrive là, 0 strictement inférieur à 7, c'est vrai. Et on va tomber ici à sec de 0, puisque i vaut 0. Sec de 0, quand on regarde le contenu de la variable, ici, c'est u. Donc la question qu'on se pose, c'est u not in alphabet. Donc ici, u, si vous vous souvenez plus, not in, et puis l'alphabet ici, c'est ATGC. C'est vrai ou c'est faux? Cette fois, c'est vrai. Effectivement, le caractère U ici ne fait pas partie de la chaîne ATGC. Donc le test est vrai. Alors qu'est-ce qui se passe si le test est vrai? Alors déjà, ici on dit que la nouvelle valeur de n, ça va être la valeur courante de n, c'est-à-dire 0, auquel on va ajouter 1. Donc à l'issue de l'exécution de cette instruction-là, eh bien n va valoir 1. Donc là, les choses commencent à bouger. D'accord? Ensuite, une ligne un petit peu plus compliquée, on nous dit que la nouvelle valeur de m, c'est la chaîne vide, donc c'est-à-dire rien, puisque dans m, pour l'instant, il y a la chaîne vide, auquel on va concaténer. Alors ça devient compliqué ici, parenthèse ouvrante, ensuite, str de i plus 1. Je vous rappelle que str, c'est une fonction qui permet de transformer un entier en une chaîne de caractères. Quel est l'entier? C'est ici i, c'est-à-dire 0, plus 1, c'est-à-dire 0. Donc on va transformer l'entier 0 plus 1, ça fait 1. On va transformer l'entier 1 en une chaîne de caractères 1. D'accord? Voilà. Et ensuite, on va rajouter un slash, puisqu'on concatène les choses, et ensuite sec de i vaut 0. Et on va refermer. Donc, à l'issue de l'exécution de cette instruction-là, qu'y a-t-il dans m? Dans m, il y a, ici, on y va, il n'y a plus la chaîne vide, il y a parenthèse ouvrante, str de 0 plus 1, c'est-à-dire 1, d'accord? Ensuite, on a un slash, et sec de 0, c'est u. Donc voilà, à l'issue de l'exécution de cette instruction-là, d'accord? Eh bien, cette fois, maintenant, dans n, il y aura ça. C'est-à-dire, c'est ce qu'avait préconisé Raphaël, c'est-à-dire 1 slash u. D'accord? Et puis, on sort du if, et puis on exécute l'instruction suivante, c'est-à-dire i égale i plus 1. Que vaut i pour l'instant? I vaut 0. 0 plus 1, ça fait 1. Donc la nouvelle valeur de i, c'est 1. Donc là, encore une fois, ici, je vais changer la valeur de i, ici, et je vais y apposer 1. Puis on va continuer. Donc, on remonte là. Quel est le contenu de i? Il vaut 1. Est-ce que 1 strictement inférieur à 7? Oui. Alors, je vais regarder si sec de 1, c'est-à-dire t, n'est pas dans ATGC. Si c'est vrai ou faux. T not in ATGC. C'est faux, puisque t est dans ATGC. Donc, on va avoir i égale i plus 1. Donc, la nouvelle valeur de i, ici, maintenant, eh bien, ça va être, ici, 2. Puis là, si on a à peu près compris, c'est là qu'il faut aller un petit peu vite, on s'aperçoit que G, ça fait partie de l'alphabet, que C, ça fait partie de l'alphabet, que A, ça fait partie de l'alphabet. Donc l'idée, c'est que tout va bien jusqu'en A. D'accord? Alors, à quoi ça correspond A? Ça correspond à une valeur pour I vaut 4. Donc l'idée, c'est que là, on essaie d'aller un petit peu plus vite. Donc on se met, ok, allez, je vais me mettre pour I vaut 4, et puis je vais me placer là. Je vais me placer là. Donc la valeur de i, c'est 4. Donc la nouvelle valeur de i, c'est 4 plus 1, ça fait 5. Ici, dans i, je vais mettre 5. Là. Et puis je vais me retrouver tout en haut ici. Quel contenu de i? C'est 5. Est-ce que 5 strictement inférieur à 7? Oui. Alors je vais ici. Sec de i, c'est quoi? Sec de i, c'est sec de 5, puisque i vaut 5. Sec de 5, c'est u. U not in ATGC. C'est vrai, on l'a vu tout à l'heure. Ici, U n'est pas dans ATGC, c'est vrai. Donc, de nouveau, on va rentrer dans cette boucle-là.
Alors, je répondrai à Aude après. De nouveau, on va rentrer dans cette boucle-là. Donc, si on rentre ici, on dit que la nouvelle valeur de n, ici, c'est la valeur courante de n, c'est-à-dire 1, auquel on ajoute 1. Donc maintenant, ici, n voudra 2 à l'issue de l'exécution de cette instruction. Donc, on change ici n vaut 2. Voilà, n vaut 2. Et puis ensuite, on va de nouveau exécuter cette instruction-là. On nous dit que la nouvelle valeur de n, c'est la valeur qu'on a déjà, c'est-à-dire celle-là, auquel on va concaténer quoi? Eh bien, parenthèse ouvrante, ok, str de i plus 1, que vaut i? I vaut 5, i plus 1, 5 plus 1, ça fait 6, donc on va transformer l'entier 6 l'entier 6 en chaîne de caractère 6, slash, et puis sec de i vaut 5, donc c'est sec de 5, c'est-à-dire u. D'accord? Donc, conformément à ce qu'ont marqué vos camarades dans la zone de chat, ici, a priori, effectivement, ici, maintenant, hop, derrière, eh bien, on va avoir, parenthèse ouvrante, str de 5 plus 1, ça fait bien 6, slash, et puis sec de i, c'est sec de 5, c'est-à-dire u. Et on ferme la parenthèse. D'accord? Alors, pendant que vous êtes en train de éventuellement digérer un peu ça, je regarde ce que vous m'avez mis dans la zone de chat. Oui, donc c'est bien ça. Donc c'est bien ça, je suis d'accord avec vous tous. Ici, c'est qui posait la question? Je ne sais plus, mais voilà, ici, vous voyez, i c'est un entier. Hein. Ici, on a initialisé à 0, puis ensuite on l'incrémente, donc c'est bien entier. Et n'oubliez pas qu'une chaîne de... Voilà, ici, c'est des plus. Ici, on a des plus, d'accord? C'est-à-dire, on va concaténer. Or, on ne peut pas concaténer une chaîne de caractères avec un entier. On peut concaténer deux chaînes de caractères, on peut additionner deux entiers, mais on ne peut pas concaténer deux chaînes de caractères avec un entier. Regardez ici, on peut faire l'exemple tout de suite. Si je veux concaténer A plus 2, alors que me répond Python? Ah non, il me répond c'est pas possible. Voilà, il nous dit qu'on ne peut pas concaténer un string avec un entier. Ici, ça ne marche pas. Ça, c'est de type string, hein, c'est une chaîne de caractères, plus. C'est soit la concaténation, soit l'addition. Et ici, 2, c'est un entier. Eh bien, ici, Python, il ne veut pas qu'à gauche et à droite, on ait des valeurs de type différent. En revanche, si je fais A plus str de 2, alors cette fois, le 2 va être converti en une chaîne de caractères. Donc cette fois, ok, c'est possible. Hein. str de 2, ça veut dire je prends l'entier 2 et je vais le convertir en une chaîne de caractères. On peut regarder ce que ça donne. Hein. Si par exemple je fais ici A égale 2, si j'affiche A, il y a 2. Mais si je fais A égale str de 2, si j'affiche A, eh bien regardez, il m'a mis des petits guillemets. Il m'a mis des petits guillemets, preuve que str, ça prend en entrée un entier ou un réel, et que ça lui met des guillemets, c'est-à-dire que ça le transforme en chaîne de caractères. Voilà. Et là, on a le droit de concaténer deux chaînes de caractères. Alors, je regarde ce que me dit Raphaël. Merci Aude, pas de souci. Alors, Charline pose une bonne question. Regarde, Charline, si par exemple tu fais 1, alors je vais mettre dans le Python interactif, si tu fais 1 plus 2, il va te dire chaîne de caractères 1, 2, mais il ne va pas mettre 1 entre cotes, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Alors à la rigueur, si on voulait être vraiment super comment s'appelle rigoureux, ici, dans le résultat pour M, je vais vous montrer ici, M, si vous aviez voulu vraiment satisfaire absolument le correcteur à 100%, eh bien ici, dans le résultat de M, vous auriez pu, c'est suite à une suggestion un petit peu de Charline, ce qu'on aurait pu faire, pour être totalement raccord avec ça, c'est bien montrer que c'est une chaîne de caractères, donc on aurait dû encapsuler ça par une cote ou pour un guillemet. D'accord? Cote, c'est pour spécifier les chaînes de caractères. Si vous l'oubliez, c'est pas très grave. D'accord? Mais si on veut vraiment être super rigoureux, ça, ou alors ça, hein, voilà. Ou alors ça, comme ça. Voilà, ça c'est bon aussi. D'accord? Ça, c'est hyper rigoureux. Le fait de dire qu'on a affaire à une chaîne de caractères, donc il faut mettre des guillemets, c'est bien. Mais si vous le mettez sans, c'est pas grave quand même. D'accord? Voilà, moi c'est pour ça que j'ai laissé sans, c'est pas très grave. Ou alors, voilà, ça c'est déjà pas mal. Si vous répondez ça, vous avez tous les points, il n'y a pas de souci. D'accord?
voilà, donc c'est un petit peu l'idée. Voilà, donc encore une fois, vous avez vu l'idée. On commence à faire tourner, si on n'a pas du tout on ne voit pas du tout ce que fait le programme, notre seule façon de s'en sortir, encore une fois, c'est de répertorier toutes les variables, ici N, I, M, et puis de les faire tourner comme ça un petit peu. Il ne faut pas aller jusqu'au bout, surtout parce que autrement on perd trop de temps. Dès qu'on pense avoir à peu près compris comment ça marche, alors on le fait à la main. D'accord? Et puis on remplit directement, on n'a plus à faire varier l'état des variables N, I, I, et on s'intéresse uniquement à la variable dont on cherche à déterminer la valeur, c'est-à-dire M ici. Alors on vérifie que c'est bien ça. Alors hop, on va dans notre fichier, donc ça j'ai corrigé tout à l'heure. On va faire un run. Donc le nom du fichier c'est sec.txt. Et effectivement, à l'affichage, M, c'est bien ce qu'on avait défini, 1U, 6U. Avec les parenthèses ouvrantes, parenthèses fermantes. Alors, c'était il y a peut-être un peu longtemps, je ne me souviens plus, mais Françoise Lamy avait demandé au correcteur de ne pas mettre tous les points, mais à la marge. Hein. Si, par exemple, vous n'aviez pas mis les parenthèses ouvrantes et les parenthèses fermantes. Si vous aviez mis simplement, par exemple, il y avait pas mal d'entre vous, enfin, de la promotion, qui avaient mis 1U, 6U. Bah, vous n'aviez pas eu tous les points. C'est pas très grave, hein, mais pas tous les points. Voilà. Parce que la chaîne de caractères, le programme spécifie bien que ici, voilà, dans le main, on voit bien, il faut mettre ici parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, et séparer par un slash la position du caractère qui pose problème, suivi du caractère qui pose problème. Voilà. Alors je vais regarder ce que me dit Maël, et puis ensuite on va essayer de continuer. Oui, alors c'est ça, Raphaël, c'est bon, Raphaël, oui, je comprends, c'était ton histoire des blancs. Oui, c'est bon aussi, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut qu'on voit, c'est qu'il y ait une parenthèse, un nombre, un slash, une lettre, et on ferme la parenthèse. Et puis c'est des choses comme ça qui servent. Alors, Laetitia, bonne question, à quoi sert le N+1 ? À rien ici. Il ne sert à rien, je suis d'accord avec toi. Et voilà, et Raphaël aussi avait peut-être posé une question. Ça sert à rien. Alors, elle a déjà posé une question, c'est là ? Oui, c'est ça. Romain a raison. Théoriquement, il nous permet de savoir combien il y a d'erreurs. Effectivement, ça compterait le nombre d'erreurs. Mais là, effectivement, dans le programme, voilà, c'est un compteur. Raphaël a raison. Vous avez tous les deux raison. Mais en fait, ici, il ne sert pas vraiment à quelque chose. D'accord ? Ok, on va avancer. Et puis, on va passer au cœur du programme, le bloc 3. C'est le bloc le plus difficile. Donc, il est normal qu'on y passe un peu plus de temps. Je regarde la question de Maël et puis on va essayer d'avancer. Oui, dès qu'il y a des guillemets, c'est plus du tout un nombre entier. Dès qu'il y a des guillemets, c'est une chaîne de caractères. D'accord ? Et oui, William, ça compte le nombre d'erreurs. D'accord ? Allez, on y va, on va continuer. Donc, on y va. Donc là, on va rentrer maintenant. Donc, on suppose qu'on a eu, vous avez eu bon là pour le U. Et maintenant, voilà, à l'entrée du bloc 3, exprès, on vous donne quelque chose au départ. Françoise Lamy est super pédagogique en général avec tout le monde, avec les enseignants et avec les étudiants. Et vous voyez ici, on donne juste une petite... On suppose que dans SEC, il y a AT, ce qui va vous permettre de faire tourner tout le programme. D'accord ? Donc là, ça vaut le coup de faire tout tourner. Donc on nous dit qu'au départ, on suppose que à l'issue de l'exécution de bloc 1, bloc 2, etc., dans SEC, il y a AT, et il faut regarder ce que fait le bloc 3. On y va ? Allez, c'est parti. Que fait le bloc 3 ? Donc, on va essayer de le déterminer. Alors, on va remettre un peu tout à jour. Donc, cette fois, dans SEC, hop, il y a simplement AT. Donc, c'est ce que je vais mettre. Je vais mettre AT ici. Voilà, donc c'est beaucoup plus simple comme chaîne, mais c'est bien, c'est pédagogique. On va essayer de voir ce qui se passe. Au départ, on va supposer qu'on ne comprend pas trop ce que fait le programme. Donc, on va repérer les variables importantes. On a A, S et I. Donc, je vais mettre A. Voilà, je vais mettre A, on ne s'en sert pas, donc c'est plutôt... alors, il y a A, oui, il y a S, il y a I, et puis il y a P. B, ok. Pour l'instant, mettons A, S et I. On va commencer comme ça, d'accord ? Donc, on y va, on repère l'état des variables. Ici, on voit S au départ, c'est la chaîne vide, d'accord ? Et puis I, au départ, hop, au départ, c'est 0. D'accord ? Voilà. Puis on jette un petit coup alors ça sert plus, ça. Enfin, si ça va servir. Alors, j'ai effacé malencontreusement, évidemment, la séquence. Je la
pendant ce temps-là, vous pouvez réfléchir au programme. Hein. Sec, donc ici, il y avait AT, hein, si je me souviens bien. Voilà, et puis on va regarder le programme, on va regarder ce dont on a besoin. Donc ensuite, on jette rapidement un petit coup d'œil au programme. Donc on a repéré la variable S, la variable I. On regarde le programme, on sait qu'on va y arriver à faire. Et puis là, on tombe sur le find. Alors tout d'un coup, avant de commencer le programme, il faut se souvenir de ce que fait le find. D'accord? Donc que fait le find en général? Il cherche si une chaîne, et alors, attendez, ça va parasiter un petit peu l'affaire. Donc hop, je vais mettre ça comme ça. Voilà, comme ça, on n'est pas parasité par ça. Donc je vous rappelle que le find, ça permet de chercher si une chaîne est contenue dans une autre, et que ça renvoie -1 si ce n'est pas le cas. Hein. Par exemple, si vous faites, voilà, AT GC hop point find, voilà. Point find par exemple Z, c'est le cas le plus, voilà, ça renvoie -1. Hein. S'il y a un caractère, c'est ici on va regarder si Z il fait partie de la chaîne ATTTGC, d'accord? Comme Z ne fait pas partie de la chaîne ATTTGC, eh bien ça renvoie -1. En revanche, si ça fait partie, par exemple je lui ai demandé où est T, ici, est-ce qu'il trouve T dans cette chaîne-là? Il me renvoie 1, pourquoi? Il me dit que l'index de la première occurrence de T dans cette chaîne-là, eh bien c'est 1, effectivement. Ici, A étant 0, T étant 1. Donc c'est pour ça que le find a renvoyé 1. Donc voilà. Donc il faut se souvenir à peu près de la façon dont le find fonctionne. Il renvoie -1 s'il ne trouve pas, si le paramètre, le find, n'est pas trouvé dans la chaîne. D'accord. Ensuite, on regarde le programme, on voit un if, on sait ce que c'est, on voit un else, on sait ce que c'est, là, on a des concaténations, puis quand même, on voit le pourcent. Je vous rappelle que le pourcent, c'est le modulo. Donc, par exemple, 0 modulo 2, ça donne 0. 1 modulo 2, ça donne 1. 2 modulo 2, ça donne 0. Et puis, par exemple, 3 modulo 2, ça donne 1. Et puis 4 modulo 2, ça donne 0. Donc, voilà. Donc, modulo, vous vous souvenez, c'est le reste de la division entière d'un entier par 2. Alors, oui, alors pourquoi il met 1 et pas 2? Alors, c'est encore une fois, find, il trouve l'index. Ne pas confondre la position et l'index. La position, c'est un truc d'humain. Hein. Par exemple, ici, pour nous, A, c'est le premier caractère de la séquence, mais en fait, il est stocké à l'index 0. D'accord, voilà. Hein, donc, il ne faut pas confondre l'index et la position. Or, le find, ici, lui, ce qu'il donne, c'est toujours l'index. Hein. Il regarde la première occurrence, l'index de la première occurrence de T dans cette chaîne-là. L'occurrence de T ici, A étant 0, et la première occurrence, T ici, étant à l'index 1. C'est pour ça qu'il répond 1. Et pour nous, c'est la position 2 de la séquence. D'accord? Donc voilà, donc l'idée, c'est qu'on prend connaissance du programme rapidement. Là, bien malin sait à quoi sert ce programme. Hein. Théoriquement, tout est fait pour qu'on n'ait pas la moindre idée. Donc on repère len, on sait ce que c'est, ça calcule la longueur d'une séquence. On repère find, maintenant vous vous souvenez ce que c'est. Alors il faut connaître son cours évidemment. Hein. Find, ça permet de rechercher la première occurrence d'une chaîne dans une autre. Et ça renvoie à l'index de cette première occurrence si elle existe. Et si elle n'existe pas, ça renvoie -1. C'est très important. D'accord? Et puis ça c'est le modulo. Donc c'est-à-dire c'est le reste de la division entière d'un nombre par 2. D'accord? Et puis ensuite on se lance. Une fois qu'on a vu ce programme-là, il faut se lancer. Donc on y va, je vais me lancer avec vous. Alors c'est parti. Alors, on y va. A vaut XY, très bien. Voilà. S, c'est la chaîne vide, je l'ai marqué ici. I, c'est 0, le voilà. Et on y va. Est-ce que le contenu de I est strictement inférieur à len de sec? Que vaut len de sec? On y va. Len de sec, ici, c'est la séquence qui a 2 caractères. Donc effectivement, mais len de sec, ça vaut 2. Donc on y va. Len de sec, ici, on va le mettre en vert, par exemple. Ici, len de sec, c'est 2. Donc on le met. Alors, ici, il veut bien le mettre. Voilà, donc la question qu'on se posait ici quand on était arrivé, est-ce que le contenu de I, c'est-à-dire 0, inférieur strictement à 2? Oui, c'est vrai. Alors, on y va. Dans P, on va mettre quoi? On va mettre alphabet. Qu'y a-t-il dans l'alphabet? Hop, 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 ça nous fait revenir un petit peu loin, mais dans l'alphabet, il y a ATGC. D'accord? Je vais peut-être le copier. Ici, je vais peut-être le copier pour le mettre dans notre zone à nous, ici. On est ici, hop, je le mets ici. Dans l'alphabet, il y a ATGC.
Et je vous rappelle, ici, alphabet, hop, c'est une variable. Donc ici, elle est fragmentée en ces différents caractères. Voilà. Et ici, A étant 0, le T étant 1, le G étant 2 et le C étant 3. D'accord? Et on continue. Sec de I. Que vaut sec de I? Puisque I vaut 0, sec de I, c'est A. D'accord? Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que A, ici, il est dans alphabet? Alphabet, ici, c'est ça, ATGC, là. Est-ce que A est dans ATGC? Bah oui. D'accord? A, ici, hein, sec de I, ça vaut 0. Donc ici, hein, vous voyez, ici, c'est l'état des variables. Hein, donc quand je vous dis sec de I, ça vaut 0. Et donc sec de 0, c'est A. Donc, est-ce que A est dans ATGC? Oui. Donc dans P, qui va-t-il y avoir dans P ici, quand j'exécute dans P? Quelle va être la valeur? Oui, effectivement, ça va être 0. Ça vous va? Ici, donc, a priori, quand on va regarder ici, donc dans P, il y aura 0. Je vais noter ici aussi. Donc dans P, ici, hop, il y aura 0. Est-ce que P est différent de moins 1? On en est là, hein. Donc dans P, il y a 0, c'est tout le monde d'accord? Oui. P est différent de moins 1, c'est 0 différent de moins 1, alors on va dire que B, c'est égal à P pour 102. Hein, voilà. Si on ne fait pas tourner le programme ligne à ligne, on ne va pas comprendre ce que fait le programme, c'est impossible. Hein. François Xavier fait des choses de manière à ce que si on ne le fait pas tourner, a priori, on peut pas comprendre. Donc P vaut 0, on a B égale P pour 102. Que vaut 0 pour 102? Effectivement, hein, c'est pour ça que je l'ai fait ici. Si vous faites 0 pour 102, c'est un peu bizarre comme truc, mais vous faites 0 pour 102, eh bien le reste de la division entière de 0 par 2, eh bien c'est 0. Ok. Donc maintenant, ici, alors attendez, voilà, ici, je remets. Donc, ici, on avait P valait 0. Ici, maintenant, donc, on a B qui vaut 0 aussi. Ça vous va, hein, ça devient un petit peu compliqué, on est sur le cœur du programme, ça s'intensifie un petit peu comme difficulté. Donc B vaut 0. Alors on y va. Et à ce moment-là, on dit que S, la nouvelle valeur de S, c'est l'heure courante, pour l'instant il n'y a rien, auquel j'ajoute A de B. Alors que vaut A? A, c'est XY. Donc encore une fois, ici, je vais mettre A. A, c'est XY, donc c'est aussi une chaîne de caractères, comme ça, où X étant 0 et Y étant 1. D'accord? Donc on nous dit que la nouvelle valeur de S, c'est la chaîne vide, auquel je vais ajouter A de 0. Donc B, c'est 0, A, c'est XY, donc a priori A de 0, c'est X. C'est ça. A de 0, c'est X. Donc, dans S, à l'issue de l'exécution de cette instruction-là, quelle est la nouvelle valeur de S? Eh bien, a priori, c'est X. D'accord? Ça se complexifie, c'est pas grave. Hein, on va passer à la seconde itération. Donc, j'ai fait ici le cas true. Oui, effectivement. J'ai fait le cas true, le cas else, je ne le fais pas. Et maintenant, je dis que la nouvelle valeur de I, c'est la valeur courante de I, c'est-à-dire 0, auquel je vais ajouter 1. D'accord? Que vaut cette fois I? Ben, I, c'est 1. Et puis, on revient au début. On vient ici. Est-ce que le contenu de I, c'est-à-dire 1 strictement inférieur à 2? Oui, 1 strictement inférieur à 2. Alors, je vais passer dans la boucle. Maintenant, ici, je vais rechercher sec de 1. Hein, puisque I vaut 1, sec de 1. Que vaut sec de 1? Sec de 1, ça vaut T. D'accord? Alors, je vais regarder la position de T dans l'alphabet. La position de T dans l'alphabet, c'est 1. Donc, à l'issue de l'exécution de P égale alphabet.find de T, eh bien, je vais trouver 1. Donc, cette fois, P va valoir 1 ici maintenant. Ici, P, la nouvelle valeur de P, c'est 1. D'accord? Puis, je passe à l'instruction suivante. B égale P pour 102. Donc, 1 pour 102, qu'est-ce que c'est? 1 pour 102, le reste de la division entière de 1 par 2, eh bien, c'est 1. Donc ici, la nouvelle valeur de B, eh bien, ça va être 1 maintenant ici. Donc, la nouvelle valeur de B, hop, ça passe de 0 à 1. D'accord? Ok. Pardon, excuse-moi.
Donc la nouvelle valeur de... Voilà. Et maintenant, on dit que la nouvelle valeur de S, c'est S, c'est-à-dire X, auquel je vais rajouter eh bien, A de B. Que vaut B, c'est 1. Et A, c'est cette chaîne-là. Donc si je vais à l'index 1 de cette chaîne-là, ici, je vais obtenir, ici, je vais obtenir eh bien, Y. D'accord? Donc la nouvelle valeur de X, ici maintenant, ça va être Y. Je vais continuer. Donc, ici, je ne fais pas le else, puisque j'ai fait cette partie-là. Et maintenant, je dis que la nouvelle valeur de i, c'est i plus 1. Donc, j'en étais à i vaut 1. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. Donc, la nouvelle valeur de i, c'est 2 maintenant ici. Donc, ici, on a 2 là. D'accord? On a 2. Et puis, j'arrive ici. Est-ce que le contenu de i, c'est-à-dire 2, est strictement inférieur à 2? Non. C'est faux, ça, 2 strictement inférieur à 2. D'accord? Donc, je sors de la boucle. Et je vais afficher donc les différentes valeurs. Voilà, c'est à peu près ça. Alors, je vais regarder dans la zone de chat maintenant que vous avez été nombreux à parler. Je crois que vous vous êtes débrouillé tout seul. Gladys, elle n'a pas compris le A de B. Alors, on y va. B, A, c'est une chaîne de caractères ici. C'est ce que j'ai indiqué ici. Donc, c'est un petit tableau. Hein. Dans A, il y a XY, donc c'est un petit tableau, hein, puisque quand vous rentrez ici, la chaîne de caractères XY dans un tableau, eh bien, en index 0, vous avez X, en index 1, vous avez Y. D'accord? Et donc, quand vous faites A avec B, eh bien ici, quand B valait 1, A de 1, c'est quoi? Ben, A de 1, c'est Y. D'accord? Oui, c'est ça. Merci Lisa. Ensuite, vous avez raison. Je vois, vous avez l'air de suivre un petit peu ce qui se passe, donc c'est pas mal. On va y revenir, ne vous inquiétez pas, ça c'était le début, l'idée c'était ça pour au début, ensuite on va revenir, merci à tous, oui. Voilà, donc vous palliez, si j'arrive pas à être très clair, heureusement vous êtes là pour aider vos camarades, c'est très très bien. Donc, voilà, donc si on a la chaîne AT, donc a priori à l'issue de l'exécution de la chaîne AT, eh bien dans la valeur qu'on cherchait c'était la valeur S, alors a priori ça sera XY. D'accord? On vérifie que c'est ça, et puis on va continuer sur ce programme, hein, on va continuer à regarder ce qui se passe. Donc ici la valeur c'est sec.txt, ici. Alors je n'ai pas changé la chaîne, désolé, ici je vais la changer. Voilà, ici maintenant la chaîne qu'on étudie c'est AT. Voilà, sur plusieurs lignes exprès, hein, puisque c'était demandé, on a une chaîne fragmentée sur plusieurs lignes, sec.txt. Donc effectivement la valeur de S c'est bien XY. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, là. Alors, je ne sais pas ce qu'il me veut, là. C'est pas ce que j'ai d'habitude, hein. On n'a pas ça d'habitude, là, dans notre appli. Qu'est-ce qui se passe, là? Bon, j'espère que ça va pas trop poser de problème. Je peux faire un... Je peux pas l'enlever, ce truc. Alors ça me pose un problème parce qu'on va... Bon, c'est pas grave. De toute façon, on n'a pas besoin de l'exécution du programme. On va voir ça après. Donc, on y va. Donc là, a priori, on a répondu à... Je clique sur l'icône carrément à gauche. Oula, je suis en train de m'enfoncer dans... Ok, allez, je vais... Alors attendez, je vais essayer de revenir où j'étais. Voilà, tant pis, on ne verra plus le fichier, c'est pas très grave. Ok. Encore à gauche. Ah oui, là, vous avez raison, je suis bête, c'est dans les fichiers. Merci à vous, heureusement. Voilà, merci à vous. Ok, alors on y va, on continue. Donc là, a priori, dans cette question-là, donc on s'enfonce dans le cœur du programme. Donc si on a AT ici, bon, à l'issue de l'exécution de AT, eh bien, ça affiche XY, on a vu ça. Alors maintenant, ATGC. D'accord? Alors on y va. On va regarder ce que maintenant on nous demande. Ok, ici c'est ATGC, donc je vais changer ici. Voilà, et puis je mets ici GC. Ok, c'est ma nouvelle variable. Alors là, théoriquement, si vous avez compris à peu près l'idée, théoriquement là,
il ne faut pas réexécuter le programme quand on nous demande maintenant dans la variable sec, a priori c'est ATGC, d'accord, donc c'est ce que je vais marquer ici. Mais a priori, il faudrait maintenant que là, si vous aviez ATGC, théoriquement, il n'y a pas à rentrer vraiment dans le programme. Voilà, c'est ce que vous me dites. Maintenant, ce qu'il faudrait théoriquement, c'est voir à peu près ce qui se passe. Donc, je vais tout remettre à 0 quelque part, et puis sans rentrer dans le programme. D'accord? Donc ici, S, ben, je vais... ici, S, hop, je mets rien. Enfin, voilà, la chaîne vide. Ici, je mets I égale à 0. Et puis, voilà, ici, je sais que ma chaîne ici, elle va valoir 4. Et puis c'est tout, théoriquement. D'accord? Ici, j'ai pas besoin de... J'ai pas besoin de... Voilà, il faut que j'essaie maintenant de faire tourner tout seul à la main. Donc, on y va. Donc, au départ, on va... Voilà, je vais quand même remettre les variables à jour correctement. Mais théoriquement, l'idée, si on a bien compris, là, il faut plus le faire tourner étape par étape. Donc, je sais que... voilà. Donc, au départ... Donc, I vaut 0, c'est bien inférieur à 4. Je vais chercher sec de 0, d'accord? On a vu que sec de 0, eh bien, a priori, les deux premières, ça va être x, xy, d'accord? Ici, je vais avoir xy. Voilà, x et y. Et puis, je vais arriver au g. Hein. Ici, je vais arriver au g. Donc, 2, c'est bien strictement inférieur à 4. Sec de g. Si je fais sec de g, qu'est-ce que je vais trouver? Eh bien, je vais trouver a priori 2. D'accord? Pour sec de g, je me suis trompé, c'est ça? Alors, Mel, je me suis trompé. C'est bien possible. Hein. Ici, ATGC, c'est bien dans ATGC. Alors, qu'est-ce que j'ai mis moi? En fait, monsieur, c'est juste que vous avez mis... Ah oui, ça y est, c'est sûr, oui. Merci beaucoup. Exact. Ici, hop. 2 et 3. Merci à vous. Super. Voilà, donc vous avez raison. Donc en 2, il y a G. A priori, 2, c'est bien inférieur à 4. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va chercher G, donc sec de 2, dans la chaîne. Donc c'est en position 2, G. D'accord? C'est en position 2. Donc, quand on va faire donc dans P, a priori, il y aura 2. Est-ce que 2 différent de moins 1? Oui. Donc dans B, il y aura 2 pour 102. Et 2 pour 102, ça fait 0. D'accord? 2 pour 102, ça fait 0. Donc dans B, il y a 0. Donc, a priori, eh bien, dans A de B, c'est A de 0 et A de 0, c'est X. Donc ici, eh bien, a priori, il y aura ici, donc voilà, ici, il y aura X. D'accord? Et puis, je continue à la main. Ici, je vais arriver sur C. C, c'est en 3. Donc, effectivement, 3, c'est bien strictement inférieur à 4. Je vais chercher ici C dans... alors, je vais répondre ensuite. Je vais chercher C dans la chaîne à TGC. Il est en 3e position. D'accord? C'est bien en 3e position. Donc, 3, c'est bien différent de moins 1. Donc ici, B, ça va être 3 pour 102. 3 pour 102, c'est 1. D'accord? Donc cette fois, dans B, il y a 1. Donc je vais faire A de 1. Et A de 1, ça va être Y. Je vais peut-être un peu vite, mais rassurez-vous, je nous laisse une chance pour la dernière variable. D'accord? Donc voilà, donc à l'issue de l'exécution de cette boucle-là, a priori, eh bien, ce qui va s'afficher, c'est X, Y, XY. D'accord? Donc on y va, on teste rapidement pour voir si on ne s'est pas trompé. Sec.txt. Effectivement, c'est bien ça. On est bien tombé sur ça. XY, XY. D'accord. Voilà. Donc merci Maëlle d'avoir répondu à Clémence. Et en fait, la petite bizarrerie, peut-être que ce qui fait tiquer Clémence, c'est que finalement, on n'est jamais passé ici, P différent de moins 1. Alors on verra que, voilà, ça c'est François Ami pour vous aider, d'accord? Au départ, on fait des choses simples, et puis ensuite, ça devient un petit peu plus compliqué. D'accord? Alors on y va, passons aux choses un petit peu plus compliquées, on va voir le début. Dernière variable, ici, allez, c'est tout ça. C'est une chaîne de caractères, U, A, T, etc. D'accord? Donc on va y aller. Donc je vais la remplir ici dans sec. Et puis on ne va pas faire tout tourner, comme ça vous permettra éventuellement de faire chez vous la fin. Voilà, donc voilà, c'est la variable ici, d'accord?
Ici, maintenant, dans sec, c'est un petit peu plus compliqué. Dans sec, maintenant, il va y avoir cette chaîne-là. On ne va pas tout faire tourner, parce que de toute façon, c'est pas le but. Le but, c'est à un moment, il faut comprendre ce qui se passe, et donc on n'a pas besoin de tout faire tourner, en réalité. D'accord? Donc voilà la chaîne, comment elle s'affiche. Voilà, on fait un petit peu de propre, et puis on va s'atteler à la dernière partie, ici. Voilà la chaîne, je vais mettre... On se prépare pour faire les dernières choses. Voilà. Alors la longueur de la chaîne maintenant c'est plus 4 mais ça va être 10 si vous voyez à peu près l'affaire. Hein, ici maintenant, hop, la dernière valeur ici, hop, ici c'est plus 4 mais hop c'est 10 puisque la chaîne elle fait 10, d'accord. Et puis par contre le reste, il y a des choses qui n'ont pas changé. Ici l'alphabet c'est toujours ça, A c'est toujours ça, et puis on va y aller. Alors, Ahmed, non, on ne fera pas la même chose pour la partie bio. Ahmed, désolé. Alors on y va. Allez, c'est parti. Alors, on y va. Donc, au départ, on a initialisé I à 0 et S à vide. C'est ce qu'on fait ici. Donc, ici, dans S, on a la chaîne vide. On ne va pas tout faire tourner. Hein. On ne va pas tout faire tourner. Voilà, la chaîne vide. Et dans I, on a 0. D'accord? Et puis, on y va. Alors, est-ce que le contenu de I est strictement inférieur à la longueur de la séquence? La séquence, il y a 10 cases, hein, de 0 à 9, ça fait 10 cases, donc la longueur de la séquence, c'est 10. Est-ce que 0 est strictement inférieur à 10? Oui. D'accord? Donc, je passe ici. Sec de 0, c'est quoi? Sec de 0, c'est U maintenant. Hein. I vaut 0, sec de 0, c'est U. Donc, on va chercher U dans ATGC. Est-ce qu'il y a U dans ATGC? Non. Et donc, ça va répondre peut-être à la question de Clémence. Eh bien, cette fois, c'est la première fois où on va passer, hein, si vous faites... ici ATGC, et si vous faites un find ici de U, eh bien qu'est-ce que ça vous répond? Ça vous répond moins 1. Donc c'est la première fois qu'on voit ça. Ici, on a moins 1. Est-ce que moins 1 est différent de moins 1? Non, moins 1 n'est pas différent de moins 1 est égal à moins 1. Donc on va dire que la nouvelle valeur de S, c'est quoi? C'est la valeur courante, c'est-à-dire pour l'instant rien du tout, la chaîne vide, auquel je vais rajouter un point d'interrogation. D'accord? Donc, à l'issue de la première instruction, à l'issue de l'exécution de cette instruction-là, dans S, ça va commencer par un point d'interrogation. Et on comprend assez rapidement pourquoi. C'est là qu'il faut ensuite essayer de booster un peu l'affaire et de le faire rapidement. On comprend pourquoi, en fait, dès qu'on va tomber sur un caractère qui ne fait pas partie de l'alphabet, donc qui n'est ni A, ni T, ni G, ni C, eh bien, dans la chaîne, on va finalement rajouter un point d'interrogation en lieu et place de ce caractère-là. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? U, c'est un point d'interrogation. Et puis AT, on l'a déjà vu tout à l'heure, donc même sans le faire tourner, AT, je sais que je vais mettre ici, quand j'aurai été jusqu'à l'indice 2, eh bien, on l'a vu tout à l'heure, c'était XY, etc., etc. D'accord? Alors c'est peut-être que ce que m'a dit Juliette, c'est peut-être bon, on va regarder l'idée. Mais voilà, une fois qu'on a à peu près compris l'affaire, il ne faut pas aller jusqu'au bout, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même ça qu'il faut retenir un peu de ce qu'on va voir. Au départ, de faire l'état des variables, de regarder comme ça petit à petit comment ça marche, ça permet de prendre en main le programme et puis de se rappeler ce que fait le find, de se rappeler ce que fait le pourcent. Et dès qu'on a à peu près compris ce qui se passe, bah, on voit très bien ici quand un caractère ne fera pas partie de l'alphabet, eh bien dans la chaîne qu'on génère, dans la chaîne S, on mettra un point d'interrogation. D'accord? Combien il y a de points d'interrogation ici dans la chaîne qu'on va trouver? Bah, il y en aura un ici, et puis il y en aura un ici, donc a priori, il n'y aura que 2 points d'interrogation. D'accord? Voilà, et d'ailleurs, par exemple, Léa, je vois dans la zone de chat, elle a que 2 points d'interrogation, idem pour Juliette, etc., etc. Donc si on fait tourner le programme, eh bien, voilà. Alors là, j'ai dû changer malencontreusement. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Alors, j'ai dû... non, c'est bon, j'ai dû changer le programme, oui. Vous avez mis une parenthèse, une apostrophe là où vous êtes juste effacé, c'est bon. Tout à fait, merci à toi. Je ne sais pas quel est mon bon samaritain. Voilà, donc j'ai modifié le programme sans m'en apercevoir. Donc si on exécute ça,
sec.x.ty. Voilà, qu'est-ce qu'on va obtenir? Alors, on va voir si vous aviez raison. Oui, bon, on obtient ça, donc je le mets dans la zone de chat. Je mets tiens, tout ce qu'on a dans la zone de chat. Comme ça, vous pourrez éventuellement chez vous regarder. Je vais vous envoyer le programme. Je vais le mettre, le programme, là. Je vais vous l'envoyer. Comme ça, vous pourrez, chez vous, continuer à vous entraîner. Voilà, donc on n'a pas tout à fait terminé, il nous reste encore 2 questions à faire, donc on va quand même les faire, hein. On va quand même les traiter. Voilà, alors là maintenant, donc théoriquement, une fois qu'on a fait tout ça, l'idée c'est à quoi sert ce programme? Quelle est la fonction de ce programme? Est-ce que quelqu'un, voilà, c'est la question 8. Théoriquement, on a fait des choses comme ça. Voilà. Voilà, et donc à quoi sert ce programme? Alors c'est là qu'il faut avoir des petites connaissances en bio. Est-ce que quelqu'un a vu à quoi sert ce programme? Donc on a une chaîne acide nucléique et puis on transforme cette chaîne-là en une autre chaîne qui est composée de X et Y. Et qu'est-ce qu'on a fait en fait? Vous avez une idée? C'est compliqué, c'est difficile, c'est pas évident en fait, hein. Pas d'idée? Oui, c'est ça, bravo Romain. Ça permet de repérer les erreurs, effectivement, dans la chaîne. Hein. U, c'était une erreur, W, c'était une erreur. Mais ça permet aussi de distinguer les purines des pyrimidines. Les pyrimidines. D'accord? Voilà. Donc c'était bien l'idée. Voilà. Donc, alors, donc voilà, on reste sur. J'ai pas en plus en dire plus sur Romain. Que Romain, c'était très bien. Et je vais répondre. Oui, il faut le savoir, Ahmed. Mais t'inquiète pas, Ahmed est un informaticien qui peut-être n'a pas suivi le BI100. Donc les informaticiens sont à la fois avantagés et désavantagés. Ça s'équilibre à mon avis. Mais l'idée, effectivement, il faut le savoir. Effectivement, Ahmed, il faut le savoir. Il n'y a pas moyen, si tu l'as jamais vu en bio, et effectivement, tu n'as pas fait de bio, donc tu ne peux pas le savoir. Mais c'est qu'une question sur toutes, hein. Regarde, tu vois, c'était une question sur combien de points? Sur un point. Donc voilà. Alors maintenant, je réponds à une question de Juliette. Juliette pose une question intéressante. C'est qu'on. Non, alors Juliette, on ne va pas jusqu'à 10. Alors, pourquoi on ne va pas jusqu'à 10? À un moment, fais-moi confiance, il va valoir 9. Il va valoir 9. Donc on va tomber sur est-ce que 9 est inférieur à 10? Oui, 9 est inférieur à 10. D'accord? On va traiter tout ça. Et puis, à un moment, on va tomber sur la nouvelle valeur de i, c'est 9 plus 1. 9 plus 1, ça fait 10. On va remonter là. Est-ce que 10 est strictement inférieur à 10? Non, 10 n'est pas strictement inférieur à 10, et donc on va sortir la boucle. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas aller jusqu'à 10, c'est aller jusqu'à 9, parce que 9, c'est la dernière case de mon tableau. D'accord? Donc 10 ne nous intéresse pas, justement. C'est pour ça qu'en fait, i doit être strictement inférieur à 10. Parce que regarde, en 10, dans sec, il n'y a pas de case en 10. D'accord? Donc, on ne veut pas aller en 10. Nous, ce qu'on veut aller, c'est jusqu'à 9. Eh bien, le test ici, tant que i strictement inférieur à 10, ça nous permet d'aller jusqu'à 9, parce que 9 est bien strictement inférieur à 10. D'accord? Voilà, donc 10, la case 10 n'existe pas, et donc on ne souhaite pas y aller. Si on allait jusqu'en 10, on fera une erreur. Parce que comme la case n'existe pas, ça nous mettrait, on l'a déjà vu, hein, ça nous mettrait index erreur. Voilà. OK? Allez, on passe à la dernière question. La dernière question, c'est le petit bout de code qu'on vous demande d'écrire. D'accord? Donc vous avez ici un programme. On ne vous a pas demandé d'écrire du code. On vous a donné un programme et il a fallu voir ce que faisait ce programme. Je peux peut-être vous l'envoyer par la zone de chat directement, mais je vous le mettrai sur le site de toute façon. Hein. Comme ça, vous pourrez éventuellement le regarder, etc. Donc je vous mets dans la zone de chat. Mais alors attends, je vais répondre. Je vous mets déjà dans la zone de chat et je vais revenir sur Juliette. Juliette, si j'y mets 10 quelque part. Non, je persiste, hein, Juliette, regarde. Juste, j'ai mis 10, on ne va pas jusqu'à 10, mais c'est vrai que je l'ai mis. Mais regarde dans quel cas je l'ai mis. Ici, laine de sec. Laine de sec, c'est la longueur de la chaîne qui est conclue dans sec. Eh bien, cette chaîne-là, ici, hein, cette chaîne-là, elle va de 0 jusqu'à 9. Ça fait 10 cases. Donc, si tu les comptes, laine de sec, c'est bien 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a bien 10 caractères dans sec. D'accord? Mais le dernier caractère, le A ici, il est sauvegardé dans la case 9. Donc, j'irai jamais au-delà de 10. Parce que quand i va prendre la valeur 10, c'est ici, pardon, hein,
excuse-moi, quand i va prendre la valeur 10, eh bien 10 n'est pas strictement inférieur à 10, donc je vais sortir de la boucle. J'espère que c'est plus clair. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Oui, vas-y Juliette. Monsieur, vous m'entendez? Oui, c'est Oui, moi. je t'entends, vas-y. Oui, je comprends pas aussi pourquoi dans S, ça se finit par X, puisque la dernière position, c'est 9, du coup, c'est impair, du coup, il reste que 1, et du coup, c'est censé faire Y et pas X, c'est ça que je comprends. Alors, attends. Oui, c'est impair, mais c'est P. Donc, tu as suivi l'affaire. Effectivement, quand il va chercher le A, qui correspond à l'index 9, ici, il va renvoyer dans la chaîne, il va renvoyer 0. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Hein? Si tu fais un find sur l'alphabet c'est ATGC. Si tu lui demandes puisque tu es d'accord, on est sur là. Si tu me dis trouve-moi A dans l'alphabet, est-ce que tu es d'accord qu'il va répondre P vaut 0? Il ne faut pas confondre l'index pair ou pas avec ce que va l'index de la séquence avec ce que va nous trouver le find. Hein? Si ici i vaut 9, alors sec de 9 c'est A, et si tu fais un alphabet.find de A, eh bien en fait A est un index 0 de l'alphabet. Donc dans P il y aura 0. Est-ce que 0 différent de moins 1? Oui. Donc P, ce sera B égale P pour 102, donc tu auras 0% de 0% de c'est 0, donc dans B il y aura 0. Donc en fait, c'est bien X que tu vas ramener. Parce que A de 0, c'est X. D'accord, merci, je n'avais pas compris qu'il fallait se référer aux positions de l'alphabet. Mais du coup, merci. Voilà, c'est ça. C'est bien, c'est pour ça que quand tu m'as dit c'est impair, ah oui, mais c'est impair dans la séquence, mais n'oublie pas qu'il y a avant cette petite instruction-là qui fait qu'on va rechercher où se trouve le A dans l'alphabet. Et le A dans l'alphabet, il se trouve à l'index 0. Et donc ici, dans P, on aura 0. C'est pour ça 0 différent de moins 1, oui. Donc on va dire B égale 0% de. 0% de c'est 0, donc dans B, il y aura 0. Et A de 0, hop, c'est X. C'est pour ça que ça se termine par un X. Ça vous va? On continue, on passe à la dernière question. J'ai pris un petit peu de retard, mais ok. Dernière question importante. Alors, elle est sur combien de points la dernière question? C'est voilà, sur 2 points. On vous demande d'ajouter des instructions pour stocker le contenu de la variable S dans un fichier. D'accord? Alors, je vais tout effacer, et puis on va l'écrire rapidement. C'est parti. Donc, on veut qu'à la fin, on veut stocker le contenu de la variable S. Donc pour ça, il va falloir ouvrir un fichier. Alors fichier, on peut l'ouvrir où on veut, mais fatalement, il faut l'ouvrir avant de faire le bloc 3. Donc par exemple ici, on pourrait faire l'ouverture du fichier. Donc on va faire ouverture. Voilà. En écriture, parce qu'on va écrire des choses dedans, d'accord? Alors, comment on verrait un fichier en écriture? Nom égal, on demande à l'utilisateur de rentrer le nom du fichier. Hop, l'utilisateur rentre le nom du fichier. Voilà, et ensuite on va l'ouvrir. Donc F égale open, non, ça on l'a déjà fait plusieurs fois en TD, d'accord? Et on l'ouvre, n'oublie pas, en écriture, avec un W. J'ai oublié dans mon open ça. Ok, donc là, on va l'ouvrir, ça c'est important, en écriture. Hein. Voilà. Ensuite, il va falloir sauvegarder ce S. Et bien là, par exemple, quand je fais un print ici, ben, je peux faire un write ici, un write. Voilà, un write quoi? Bien S plus, si je veux être puriste, hein, je vais mettre un anti/n à la fin pour sauter une ligne. Et puis ne pas oublier de fermer le fichier. D'accord? Alors là, pourquoi il m'a mis un, je ne sais pas. Voilà. Et donc là, c'est la fermeture du fichier. Voilà. Donc là, dans ce programme-là, c'était les instructions qu'on vous demandait de mettre. D'accord? On vous disait comment faire pour sauvegarder le fichier. Donc ici, hop. Alors j'écris mal, je ne vais pas faire ça. Bon, si c'est pas grave. Donc non, je ne vais pas faire ça. Hop. Ici, donc on avait les instructions que vous deviez écrire, bah, il y en avait finalement 4 instructions. Ça, donc ça c'est l'ouverture du fichier en écriture. Ça, ici,
c'était eh bien, la sauvegarde de la variable S dans le fichier, et ça, c'était la fermeture du fichier. Donc vous voyez, c'était les instructions qu'on vous demandait de rajouter au programme pour sauvegarder dans un fichier dont le nom était spécifié par l'utilisateur la valeur de S. D'accord, voilà. Donc le programme, en gros, il est majoritairement écrit. Et ce qu'on vous demande dans la dernière question, toute dernière question, c'est de rajouter sur le programme, donc dans Annex, vous allez dans Annex et vous rajoutez à la main dans Annex les quelques instructions qui spécifient ce qu'on vous demande. Donc ici, c'était, vous demandiez, l'utilisateur allait demander le nom d'un fichier, vous alliez l'ouvrir en écriture. Ici, vous sauvegardiez la valeur de S dans le fichier, et là, vous fermiez le fichier. Alors juste avant, je réponds à Romain, non. Alors attention, c'est ce que je dis à vos camarades, l'ouverture du fichier, faites-le quand vous voulez, mais il faut le faire nécessairement avant le premier write. On ne peut pas écrire dans un fichier qu'on n'a pas ouvert. Et surtout, ne faites jamais l'ouverture d'un fichier dans une boucle while, parce que si vous ouvrez un fichier en écriture dans une boucle while, eh bien, vous allez, n'oubliez pas que quand vous ouvrez un fichier en écriture, vous perdez tout le contenu du fichier. Donc si vous ouvrez un fichier dans boucle while, en fait, vous allez à chaque fois sauver quelque chose et tout effacer. Sauver quelque chose, tout effacer. Donc en fait, l'ouverture du fichier se fait en dehors d'un bloc while, donc ici par exemple, et avant la première écriture. Donc ça répond spécifique. Ce que je viens de marquer ici, réponse c'est ça. D'accord? Donc on ne pourrait pas faire les 4 ajouts à la fin du bloc 3. Non. Si le bloc 3 c'est celui-là, les 4 ajouts ici, tu ne peux pas les reléguer ici. D'accord? Tu es obligé, pour l'idée, la pierre, ce qu'il faut se rappeler, c'est que sauvegarder quelque chose dans un fichier, c'est faire un write. D'accord? C'est ici. Ah si, d'accord, ok, j'ai compris maintenant ce que vous voulez me dire. Oui, vous aviez raison là. Effectivement, dans ce cas-là, dans ce cas-là, vous avez raison, je n'avais pas compris. Mais vous avez totalement raison, donc on va faire ça. Ici, donc j'ai effacé mes petits dessins. Et oui, effectivement, votre camarade a raison. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, comme le S s'écrit tout à la fin, on aurait très bien pu faire ça tout à la fin. Je suis d'accord avec vous. Donc on aurait pu faire ça ici. On aurait même pu le faire ici, puisque ici, on le fait qu'une fois. Mais là, c'est un cas très particulier. Souvent, alors je laisse quand même, donc effectivement, votre camarade a raison, on aurait pu tout faire ici à la fin. Mais c'est un cas très particulier. Le cas est particulier, je vais vous dire pourquoi, donc attention, faut contrôler l'affaire. Le cas est très particulier parce que ici, dans le while, on ne fait pas de print. Mais si vous voulez afficher, si vous voulez gager sur chaque print d'un while un write, eh bien, il faut le faire dans le while. D'accord? Donc là, c'est un peu particulier, parce que comme on n'a pas de print dans le while, on peut déléguer tout à la fin. D'accord? Voilà pour Romain. Alors, c'est quoi la réponse à la question 8? Il me semble que quelqu'un avait répondu dans l'idée, c'est que ça permet étant donné une chaîne d'acide nucléique, ça permet de distinguer les purines des pyrimidines. D'accord? Et ça affiche également les caractères qui ne font pas partie de l'alphabet nucléique. Voilà. Voilà. Donc, Corentin, alors, pour la bio, est-ce qu'on fait la même chose? Oui, théoriquement, oui et non. Par exemple, Françoise Ami, la semaine prochaine, si j'ai bien suivi l'emploi du temps qu'elle a mis sur le site, eh bien, elle va faire une correction du TD sur les banques. Eh bien, typiquement, chaque année, vous avez une fiche d'une banque à analyser. En général, je dirais que vous avez une fiche, et puis il faut déterminer voilà, il faut savoir répondre à des questions sur la banque. Donc finalement, j'ai été un peu trop rapide tout à l'heure. Vous allez aussi en un sens préparer l'épreuve la semaine prochaine avec peut-être, il me semble que Françoise Ami l'a mis, le TD n'est pas à rendre. À ma connaissance, non, Younes, il faut faire le TD et Françoise Lamy a donné une correction de toute façon du TD, donc il n'est pas à rendre le TD. Il y a déjà une correction qui est en ligne, si j'ai bien suivi l'affaire. D'accord? Et peut-être, il me semble que la semaine prochaine, mais Françoise Lamy, voilà. Donc non, vous ne devez rendre rien du tout pour le TD sur les banques. Il n'y a rien à rendre à ma connaissance. D'accord?
Voilà, donc en revanche, Françoise Ami peut-être va faire une correction la semaine prochaine du TD sur les banques. Voilà, peut-être qu'elle fera un peu la même chose que ce qu'on vient de faire sur la partie Python du CC en présentiel au mois de mai. Voilà, voilà.